Pour la 4e année consécutive, le Forum Gallien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 7 au 11 décembre 2021. Le Forum Gallien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « L'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale ». Placé sous la présidence effective de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Gallien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel et des centaines d'étudiants en médecine. Cette 4e édition du forum, avec 3000 participants, sera organisée en format virtuel et placée sous le signe du leadership des femmes et des jeunes avec, du 7 au 10 décembre 2021, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le samedi 11 décembre 2021 se tiendra une cérémonie en présentiel pour célébrer les 50 ans du prix Gallien international et le Golden Jubilee. Au cours de cette cérémonie, pour la première fois, le prix Gallien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 7 au 11 décembre à Dakar, le Forum Gallien Afrique célèbre la santé, l'innovation et la recherche en Afrique. Je prends le relais de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je suis le professeur Amadou Gallo, Directeur Général de la Recherche et de l'Innovation. Vous connaissez les obligations des ministres et c'est avec beaucoup d'honneur que je vais continuer à co-manager avec le docteur Peters la suite de la session. I was just introducing myself. I'm Professor Amadou Gallo. I'm Director General of Research and Innovation of Ministry of Higher Education. And you all know the duties of ministers, and I'm very honored to be asked by Dr. Anne, who introduced this session, to co-share with Dr. Peters this session. I send you all my regards to everyone, and I hope that we'll have a very fruitful session. Thanks a lot. Well, Dr. Peters, just take care of... Yes, I will. Yeah. Merci bien, mon ami. Thank you, Professor Diop. It's a great pleasure to co-moderate with you. And I wanted, on all our behalf, to thank Sheikh Oumar SEYDI for those very, very important remarks. Thank you for your work. Thank you for the work of the Bill and Melinda Gates Foundation and its support to Africa. And with that, I'd like to introduce our second speaker, Dr. Amadou SALL. And Dr. SALL, of course, is very, very well known to all here. He's a virologist and specialist in arboviruses, the first Senegalese to be appointed head of the Pasteur Institute at Dakar. He's distinguished himself in his work in Ebola and, of course, also on COVID. And Dr. SALL, with that, you have the floor, and we're very grateful, and we very much look forward to your comments. Please, Dr. SALL. Thank you very much, Peter. Thanks for these generous introductions, and great pleasure to see you again. I'm going to switch in French, if you allow me. Je voudrais d'abord dire un grand bonjour aux différents panélistes dans lesquels je compte vraiment beaucoup d'amis, de frères, et particulièrement souligner, comme le faisait mon prédécesseur Oumar SEYDI, le leadership du professeur Amadou qui depuis plusieurs années fait de ce forum la fierté de toute l'Afrique puisqu'il a pu l'amener sur notre continent, et remercier toutes ses équipes. Alors dans le thème que nous traitons aujourd'hui, à savoir l'innovation et l'éthique, je voudrais dire que nous avons tous appris à travers cette pandémie et avons vécu souvent dans notre chair ou dans notre affection ce que peut être le prix d'une pandémie dans un contexte où il y a un problème d'inéquité.
Je voudrais le dire parce que d'une part, c'est un problème qui n'est pas nouveau dans ce monde, mais la façon dont ça a été traité actuellement qui pose problème. Et je voudrais prendre un exemple pour montrer comment l'innovation peut changer la vie des gens. L'Institut Pasteur de Dakar a été quasiment bâti et boosté dans son histoire grâce au vaccin de la fièvre jaune. Et quand on reprend l'histoire de ce vaccin, il est arrivé que lorsque l'on a découvert le virus en 1927, d'attendre 10 ans que la recherche puisse sortir un vaccin et d'attendre plusieurs années avant que ce vaccin ait donné son effet. Et donc, tout ce travail-là a pris un certain nombre d'années, on va dire même quelques décennies. Et quand on le compare, la fièvre jaune a été aussi importante que la COVID à son époque. Et quand on compare avec la COVID aujourd'hui, on se rend compte que des cas qui ont été identifiés en Chine à la fin décembre, une première séquence qui a été publiée le 12 janvier, donc à peine 2-3 semaines, a permis de développer des outils diagnostiques et 1 an après d'avoir du vaccin disponible. Et pour faire ça, il a fallu être disruptif dans l'innovation en amenant de nouvelles technologies comme l'ARN messager. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que quelques siècles, 1 siècle et demi après la fièvre jaune, nous sommes devant une situation où l'innovation a fait la différence et que le monde peut être vacciné dans une certaine mesure. Alors, la différence fondamentale qu'on voit là, c'est que quand on regarde, comme le rappelait Peter Singer et Oumar SEYDI, qu'aujourd'hui, la répartition du vaccin et le nombre de personnes vaccinées varie dans un facteur de 1 à 10, c'est là où on comprend que l'innovation n'est valable que si elle est partagée. Et de ce point de vue-là, cela nous interpelle à ce que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut arriver à une souveraineté en matière de vaccins, une souveraineté en matière de diagnostic et aussi en outils thérapeutiques. Mais pour cela, quand on le replace dans le contexte africain, il me semble qu'il y a 4 choses très importantes qu'il faut que nous retenions pour que cette situation ne se répète pas et que nous puissions, dans tous les projets que nous construisons, essayer d'y réfléchir. Le premier point qui me paraît extrêmement important, c'est que quand on parle d'innovation, il est absolument important de penser à nos populations et vraiment d'avoir en premier lieu en tête nos communautés. Ce que je veux dire par là, c'est que je mets les communautés au centre de l'innovation parce qu'ils doivent être au début et à la fin de cette réflexion sur l'innovation. Et pourquoi cela? Parce que d'abord, ce sont les premiers qui vont voir les épidémies et ce sont les premiers qui vont être confrontés aux épidémies. Et de ce point de vue-là, ce que l'expérience a montré, c'est qu'on peut avoir une très, très grande capacité, une ingéniosité sur le plan scientifique, mais si les vaccins développés ne sont pas acceptés par les communautés, ils ne vont pas être utilisés. Que si nous ne prenons pas en compte ce que les communautés pensent pour développer les innovations, elles ne seront pas pertinentes pour ces communautés. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir juste de l'excellence scientifique, mais il faut avoir une réflexion de citoyenneté au niveau scientifique dans la mesure où on définira les produits pour les communautés avant tout. Le deuxième élément qui me paraît important, une fois qu'on a récupéré ces informations et pensé à ces communautés, il est essentiel de comprendre qu'en Afrique, il y a une créativité extraordinaire. Et que cette créativité qu'on a pu voir dans le cadre de la COVID, il est essentiel d'avoir un écosystème qui va le capturer pour justement s'adresser aux problèmes dont on parle quand on lutte contre ces épidémies, que ce soit dans le domaine des tests, dans le domaine des suivis, des contacts ou dans le domaine de la surveillance épidémiologique ou alors tout simplement pour faire du vaccin et du diagnostic. Et cette créativité, l'écosystème dont on a besoin est un écosystème où le partenariat est au cœur du dispositif. Et il s'agit d'un partenariat non seulement qui soit le plus pertinent en lien avec les besoins, mais d'un partenariat aussi qui est dans le long terme. Et c'est l'occasion pour moi de dire très clairement ici, aujourd'hui, l'Institut Pasteur est une institution qui est la seule institution en Afrique qui est préqualifiée par l'OMS et la seule institution qui produit un vaccin fièvre jaune. Et quand on parle des 1% qui sont produits en Afrique, nous contribuons à ce petit pourcentage-là. Mais pourquoi c'est important de travailler là-dessus par rapport à ce 1%? C'est que dans cette réflexion, le partenariat a permis à ce vaccin de survivre
Et je dis avec beaucoup de fierté que sans la Fondation Gates, qui travaille avec nous depuis plus de 10 ans maintenant, ce vaccin n'existerait pas. Parce qu'au moment où on a eu besoin d'investir, de développer ce vaccin, ils ont été un partenaire technique, un partenaire financier et un accompagnateur. Donc, je mets au-delà des communautés le problème clé du partenariat. Et ce partenariat, il faut l'avoir pour que l'innovation se développe en tant qu'écosystème. Je vais revenir sur le fait maintenant de dire pourquoi et comment on peut bâtir notre souveraineté. Et je vais donner 2 exemples. Le premier exemple est qu'il y a un peu plus d'1 an et demi, nous avons commencé un programme qui s'appelait Diatropix, où il était très simple de dire dans le système de santé, nous avons le point d'entrée qui est le diagnostic. Et pourtant, on n'arrive pas à faire de la bonne surveillance parce qu'on n'a pas des outils diagnostiques qui sont nécessaires. Et à cause de cette réflexion, avec là aussi d'autres partenaires, Fondation MESRI, l'IRD et encore une fois la Fondation Gates, nous avons très vite développé en 6 mois une infrastructure qui nous a permis de mettre sur le marché un des premiers tests de diagnostic avec nos partenaires homologiques, un des premiers tests de diagnostic qui, parce qu'il a été réfléchi par l'Afrique, pour l'Afrique, a été d'emblée positionné pour des questions d'accès à $1 le test, pour permettre justement qu'on puisse faire ces tests et pour résoudre ces problèmes. Et ce que je veux dire par là, c'est que ces initiatives-là ont été possibles au-delà du partenariat technique, par une volonté et un entrepreneuriat qui se fait, mais surtout par la réflexion à un modèle économique qui est vraiment dans le lien avec la situation. Et donc, ces innovations-là, c'est un point important doivent être réfléchi pour être aligné au niveau économique avec ce qui se passe. Enfin, un des deuxième exemple que je voudrais prendre est le projet que nous sommes en train de mener, qu'on a appelé Madiba, qui est le projet justement de production de vaccins COVID au niveau du Sénégal, qui là aussi, au-delà du partenariat, au-delà de la réflexion qui a pu être menée avec plusieurs personnes et plusieurs institutions financières et techniques, est basé sur l'idée que si on veut bâtir l'autonomie, il faut qu'aujourd'hui, les technologies les plus avancées qui existent, que ce soit l'ARN messager, les vaccins sous-unitaires, les vaccins à vecteurs, les vaccins inactivés ou les vaccins sur œuf, puissent être mis dans un contexte où on a fait une plateforme. Et cette plateforme donne une flexibilité qui permet non seulement de régler les problèmes maintenant pour la COVID, mais aussi dans le futur, permet de faire des vaccins pour le programme élargi de vaccination, les pandémies et les épidémies. Et cette approche de réflexion pour maintenant et le long terme est ce qui doit aussi driver notre innovation et doit être fait dans une optique qui, là aussi, est très importante et purement continentale. Le Sénégal, aujourd'hui, ambitionne de faire 300 millions de doses dès l'année 2000, à partir de l'année 2022, dans une optique non pas de servir que le marché sénégalais, mais de s'assurer que le reste de l'Afrique pourra profiter de ce travail-là. Et cette vision continentale ouvre un marché. Cette vision continentale va promouvoir l'idée que l'innovation, parce qu'elle est bien partagée, va permettre que tout le monde soit bien protégé et que les épidémies puissent justement être contrôlées. Et c'est dans ce sens-là aussi que je voudrais terminer par 2 points qui me paraissent importants. Le premier concerne la nécessité d'avoir un leadership. Pour faire tout ce travail-là, nous avons travaillé avec l'Union africaine qui a fait preuve d'un extraordinaire leadership en prenant Africa CDC, en prenant l'OMS et bâtir un partenariat pour la production de vaccins dans lequel l'objectif est très clair. En 2040, nous devons avoir 60% de vaccins qui soient faits ici versus 1%. Et ce leadership, il s'est exprimé dès le début de la COVID, avec la task force africaine, avec les special envoys comme Strive Maziwa, avec les présidents de la République, dont celui du Sénégal, qui prend ce projet du Sénégal à cœur. Et ce leadership doit permettre justement d'avoir cet écosystème que nous recherchons. Le dernier point que je voudrais dire est l'importance du capital humain quand on parle aussi bien de leadership que d'équité. Il est absolument essentiel que nous ayons les compétences qui sont nécessaires pour faire de cette innovation un mode de vie. Et c'est pour ça que l'Institut Pasteur de Dakar, là aussi avec des partenaires comme l'Union européenne et d'autres, a mis en place et lancé un programme d'un centre africain de résilience aux épidémies dans lequel formation, recherche et innovation vont travailler ensemble selon une approche convergente pour permettre de délivrer une préparation de la prédiction des épidémies et de la réponse. Sur cette note, je voudrais terminer en disant que l'innovation,
Elle doit être non seulement technologique, mais elle doit être sociale et elle doit être aussi économique pour permettre d'avoir le bénéfice de tout le monde, ce qui va conduire à une équité. Je vous remercie, Peter, et vous rends la parole. Merci, Amadou. Thanks, Amadou. I think that we can go forward, and I'm very pleased to introduce Dr. Christoph Ben, who is Director of Global Health Diplomacy. And at the end, I hope that we can find some time for exchange. Je suis très heureux d'introduire le Dr. Ben, qui est le Directeur de Global Health Diplomatie. Je remercie le Dr. Amadou Sall. Et à la fin de la session, j'espère que nous aurons quelques minutes pour quelques questions. Dr. Ben, you have the floor, please. Thank you so much, Dr. Diop, for the very kind introduction. And let me also express how privileged and honored I feel to be part of this distinguished panel and to contribute to this very, very important conference. So, as we are reflecting on, global health security, it has been a very important issue discussed for many years in the global health, arena. But obviously, it has become much more acute, with the current COVID pandemic. Nevertheless, I think I want to take a few minutes in my short contribution to look a little bit beyond the current, acute response to COVID, and think a little bit, what do we need to do to address these important questions of global health security? Because it's defined by WHO as the activities required, both proactive and reactive, to minimize the dangers and impact of acute public health events. So it goes well beyond, what we are discussing now and what is required to address, COVID and, all the new variants and so on. And it goes well beyond the provision of commodities and new technological innovations. So I want to make 5 brief, comments on the lessons learned and what I believe we need to do collectively to make the world a better place, to be better prepared for, future pandemics as much as to this current pandemic. And the first point, I think, is that we need to recognize that the best, protection against pandemics and the impact and the best response to global health security threats is to strengthen health systems, to build resilient and sustainable health systems. They are the backbone, of all the kind of questions around global health security. And secondly, I would argue that within the kind of general strengthening of health systems, it's the primary healthcare level that is, of particular importance. And we've seen that time and time again in our responses to epidemics and pandemics, that it is very critical how the community level, the primary healthcare level, is prepared to respond to any kind of new health threats, be it through infectious diseases or other health threats. And again, within that primary healthcare, I would argue that we need digitally enabled primary healthcare, and we need the new tools, in the hands of community health workers and others that will make us better prepared for pandemics and health threats. And thirdly, in general, using digital transformation as an accelerator towards universal health coverage and towards the Agenda 2030 is again a very important element that will prepare us for epidemics and pandemics. My fourth point is that I also believe we need to avoid an overemphasis of new pathogens at the expense of ongoing epidemics and pandemics. We often risk that we only focus on the kind of emergency of the day, and we forget about all the other health threats that are very important for health systems and for the communities. There is a famous story that actually Director General Dr. Tedros told after one of his many visits to DRC Congo in response to the Ebola, epidemic, when he said when he arrived there, he was approached by community leaders and they said, "Oh, Dr. Tedros, how come that if we have one case of Ebola, you come with big teams, of experts and people in astronaut, gowns, and you want to detect what's going on. And if we lose many, many more people to the diseases we are faced, like malaria, nobody shows up and nobody has any interest in what's going on here." I think we also have to recognize,
that we need to keep the balance here between the ongoing epidemics and pandemics and new threats. And we have to recognize also that whenever there is a pandemic that is, threatening also populations in high-income countries, there's a much higher political interest in the kind of global health security issue and pandemic response than if it is a pandemic that is mainly affecting people in poorer countries. So I think these are important things to keep in mind also when we are discussing the very, very important question of equity. And that brings me to my fifth point. Pandemic preparedness and response is also about financing. And we had this year many important high-level reports. The WHO Independent Panel on Pandemic Preparedness and Response, followed by the G20 high-level panel on financing global commons. And what they all basically said was that we urgently need to respond in terms of global health governance, and also in terms of immediately and urgently making additional resources available to combat the current pandemic of COVID-19, but also to invest now in pandemic preparedness. And I have to say, I'm really depressed that at the end of this year, 2021, in spite of all these appeals, of all these high-level panels and very, very, very smart and important comments, the world has not reacted to that in the way that it should. We don't have yet, additional funds. We have Act A with a huge financing gap that doesn't allow us even now to kind of respond to the urgent, task of financing diagnostics, therapeutics, vaccines, leave alone that we've even not started to kind of think of and create instruments that make us better prepared for future pandemics. And so my last point is, and that is based on my personal experience in being involved directly in the establishment of the Global Fund to fight AIDS, tuberculosis, malaria exactly 20 years ago, when AIDS, tuberculosis, malaria were perceived as the global health, security threats and causing millions of deaths every year. There was a process then set in motion, actually by the then Secretary General of the UN, Kofi Annan, to kind of establish a new funding mechanism. And that was led very clearly by the United Nations, but then involved, a process of all countries around the world, from all continents, and civil society and the private sector to establish this new instrument of the Global Fund. And unfortunately, we have not seen anything like that this year, 2021. We have seen kind of attempts to create or suggest, let's say, new kind of financial instruments, but there's no funding yet behind, nor is there a consolidated and concerted process to kind of create the credibility and the legitimacy of a new funding instrument. So my appeal is here twofold. First, that we should, at the moment, as we don't have this process, recognize the existing architecture that we have, and that is with WHO and the central coordinating role, and organizations like the Global Fund, Gavi, FIND, CEPI, and others as Act A partners, and use that to the maximum and fund them appropriately. But also then, initiate and support a process that, again, in my view, has to be led by the UN system, straight from the UN Secretary General and all the member states, to initiate a process that will get us to a kind of funding mechanism that can make the world better prepared for future pandemics through the investments that I mentioned in health systems, in better surveillance, in kind of digital transformation. These, for me, are the lessons that we should have learned from the last 20 years in addressing global health security threats, and that we need for the future to move forward. Thank you very much. Christoph, thank you so much for those very, very wise words. They're really greatly appreciated. And your experience, especially in finance, is something we should pay great attention to in terms of taking those previous lessons, applying them here. I guess the one glimmer of hope is the decision to move forward on a convention where all the governments of the world, but of course that's a 2-year process, and we don't have 2 years to get the finance in place for the pandemic preparedness. So yeah, very well taken. Yeah. So let me now, thank you, Christoph. Let me turn to my very, very good friend and colleague, Dr. Moredreck CHIBI. Moredreck CHIBI leads innovation in the Afro region for the World Health Organization.
He is always emphasizing what we actually heard also from Professor Amadou, which is the importance of domestic innovation, of sovereignty, of African-based manufacturing, African-based R&D. And so with that introduction, I'd like to turn to my friend and colleague Moredreck and ask him to address the group. Moredreck, thank you for the work that you do, and you have the floor. Thank you very much, Peter. Yes, it's always a great pleasure to share a platform with you and talk about the subject that we both are so passionate about. Yeah, I must say, Peter, over the last 5 years, I have personally seen an encouraging trend in the innovation space, especially in Africa. As you know, innovation was to a large extent privy to the developed nations, and with nascent activities on the African continent. But I must say that paradigm has since shifted. It is really encouraging to see how our youthful population are generating value through their creativity and ingenuity. This is one of the biggest opportunities that Africa should celebrate and take steps to exploit to the maximum by creating a conducive environment, not only for developing innovation, but making sure that those innovations are scaled up in a sustainable way. I can give you an example, Peter. As you know, when Afro launched the continent-wide innovation challenge in 2018, we received more than 2,500 entries, from which we selected only 30 innovators for further support. When we did a follow-up study 2 years down the line, we learned that out of these 30 innovators, 18 of them have tremendous success stories in terms of impact, scaling up their innovation, and also sustainability. The interesting bit is that when COVID-19 struck, all the 18 innovations could easily be adapted to respond to the pandemic. A case in point, we have a Nigerian innovator who came up with a innovative business model to cater for the old people's health needs. That innovation has since been tailored to provide solutions for the high-risk elderly community in the context of COVID-19. We also celebrated an innovator from Uganda who had managed to develop a diagnostic test kit for Ebola. And he turned these competencies into developing a diagnostic kit for COVID-19. The same applies for one Ghanaian innovator who developed a diagnostic kit for yours and used the same skills for developing COVID-19 testing kit as well. I can give you examples of all the 18 innovations, but my message is, if we invest in young people in terms of creating an enabling environment for innovation, then we are rest assured of a bright future for the continent. Of course, this doesn't go without challenges. The reason why Afro developed a regional strategy for scaling up health innovation that was unanimously adopted by all regional member states was precisely to bridge that gap, to create health systems that are powered by continuous innovation to make them more agile and resilient. What we realize is that many African countries do not have strategic policies to address some of these bottlenecks, especially to do with scaling up health innovations. The reasons can range from simply setting up a system that creates demand for needs-driven innovation and facilitate scaling up of those innovations, and also to provide capacity building on innovation leadership and management at the highest level. And this is something that is not there in many of our countries. As WHO Afro, these are some of the strategic initiatives that we are now starting to work closely with countries to address. My final point, Peter, is on recognizing that innovation has been commoditized globally.
So sometimes we don't need to reinvent the wheel, especially if we can leverage what other innovators across the world have actually developed. In this respect, we have since developed a repository of emerging technologies and innovation that we developed both regional and also global, targeting various areas of health. I was actually very happy to hear Dr. Oumar Said making reference to the study that we undertook on landscaping some of these technological innovation that emerged from our continent in response to COVID-19. And most importantly, the underlying drivers or technological base for development of those innovations. And he mentioned robotics. So those capabilities of robotics, capabilities of artificial intelligence and all that, they're actually very key as a base to spring of some of those innovations. So we are also doing this in response to a number of requests that ministers of health, including the Minister of Sierra Leone, who made specific reference for such kind of a repository for ease of reference and where countries can learn from with respect to either global or regional use cases in the context of national and regional health security. So Peter, it's very, very important to empower the local innovation ecosystem, and both the innovators, the government, and also the development community, including funders, have a critical role to play. And this is what I can say for now, Peter. Thank you so much. Over to you. Wonderful, thank you. Great talk. So, j'ai le plaisir d'introduire le docteur Ibrahima Khalilou DIA, qui est le coordonnateur de la cellule santé digitale au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. I'm pleased to introduce Dr. Ibrahima DIA, who is the coordinator of e-health at the Ministry of Health and Social Activities. Dr. DIA, vous avez la parole. Merci de votre communication. Dr. DIA, il est là, il est connecté. Est-ce que le docteur DIA est en ligne ou pas, les organisateurs? Well, pour ne pas perdre de temps, bon, lorsqu'il reviendra, on lui donnera le micro. Peut-être qu'on peut bouger vers... je devais introduire le docteur Fatima, mais je vais laisser Peter introduire le docteur PENALI. Then I come back for Dr. DIA. Peter, go ahead, please. Thank you, Professor Diop. It's my pleasure then to, of course, thank my brother Mo, as you did, for Moredreck, as you did for his very excellent remarks, and to introduce our next panelist. And our next panelist is Dr. Mintu Sidibe Fall. And Dr. Mintu Sidibe Fall is a midwife by training, and she holds a doctorate in public law. She has held several positions at the Ministry of Health and Social Action, in the Ethics Office, and other important positions. And for several years, she's been teaching health law and ethics at Cheikh DIOP University in Dakar. So it's very, very important to hear from you, Dr. Sidibe, because as we said at the outset, the ethics is such an important part of this. You know, the ethics and the science are cousins. Without ethics, without equity, without access, the science doesn't matter. So please, Dr. Sidibe, we're very grateful to you, and on behalf of Professor Diop and I'm very pleased to give you the floor. Please go ahead, Dr. Sidibe.
Je vous remercie, Monsieur le Conseiller Directeur Général de l'Organisation mondiale de la santé, professeur Amadou Gallo. Je vous salue. Mes salutations vont également aux autres intervenants de ce panel. Je salue et remercie le professeur Awa Kolfait, ministre d'État auprès du Président de la République, et toute son équipe pour l'organisation régulière de cet événement, la pertinence des thèmes, mais aussi le choix de ma personne pour traiter d'un sujet aussi vaste, aussi important et aussi actuel que l'éthique dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale. Pour répondre à toute votre interrogation, mon argumentaire s'articulera autour de deux questionnements. Comment en est-on arrivé à cette situation et quels sont les mécanismes de l'éthique pour inverser la tendance? Naturellement, suivant la démarche éthique, nous finirons par des recommandations et une petite conclusion. En introduction, il faut seulement retenir que l'OMS avait fixé une date butoir pour que tous les pays puissent atteindre l'objectif de vacciner 10% de leur population contre la COVID. À l'échéance, on se rend compte que 90% des pays prospères ont atteint cet objectif et que 15 pays africains seulement l'ont atteint. Selon le bureau régional de l'OMS en Afrique, 60 millions d'Africains sont entièrement vaccinés, soit 4%. L'inégalité est flagrante et cela emporte comme conséquence d'abord la prolongation de la durée de la pandémie qui plombe la reprise socio-économique, l'apparition de variants pouvant entraîner une résistance au vaccin et donc une menace sur la sécurité sanitaire mondiale. Pour y remédier par le biais de l'éthique, deux questions essentielles se posent. Comment en est-on arrivé à cette situation? Et cela me permettra d'aborder le deuxième questionnement et de justifier amplement le choix des mécanismes de l'éthique pour inverser la tendance. Comment en est-on arrivé à cette situation? Notons que le débat n'est pas encore entièrement posé en ce qui concerne les vaccins. On ne peut résoudre un problème tant qu'on n'a pas toutes les données. Nous n'avons pas toutes les données exhaustives concernant le vaccin. Il y a des incertitudes, elles sont profondes, il y a beaucoup d'inconnus. Notons aussi que les progrès scientifiques ont été tels que l'on assiste aujourd'hui à une remise en cause de tout ce que l'on savait sur la vaccination et ses principes de fabrication. Nous avons plusieurs vaccins, le vaccin européen, le vaccin chinois, le vaccin américain, le vaccin russe, et chaque grand ensemble s'occupe de sa zone d'influence. Nous ne parlons pas le même langage, nous ne parlons pas d'une même voix, et même si l'Afrique se mobilise, elle n'a pas d'interlocuteur. Il y a aussi un facteur, le mépris du vaccin chinois au début. Il existe plusieurs types de fabrication de vaccins et les délais de fabrication sont très courts. La capacité de production des pays est limitée et aggravée par la concurrence entre les laboratoires. Chacun veut imposer sa technologie et le débat est encore latent sur le meilleur vaccin. Il y a aussi un déni de la maladie parce que les scénarios catastrophiques pour l'Afrique n'ont pas eu lieu. Partant de cela, on peut se poser la question de savoir quel mécanisme pour inverser la tendance, c'est-à-dire pour éliminer les inégalités en matière d'accès aux vaccins. Premier mécanisme, la transparence. Pourquoi la transparence? Il faut lutter contre l'infodémie. Pourquoi lutter contre l'infodémie? Parce qu'il a été le principal frein pour l'acceptabilité du vaccin. Vous voyez que je pose beaucoup de questions parce que l'éthique, c'est un questionnement permanent. Ces questionnements nous permettent toujours de trouver, dans un contexte déterminé, la meilleure voie. Il faut, pour ce faire, pour lutter contre l'infodémie, miser sur l'information et la communication. L'information doit être crédible, fiable, exhaustive et délivrée en temps opportun. Pour la communication, elle doit être adaptée. Il faut une bonne communication de crise, c'est-à-dire une communication adaptée à chaque étape de la pandémie et suivant sa gravité. Il faut maîtriser les techniques de communication, de l'information scientifique. Il faut aussi développer des stratégies de communication efficaces. La communication et l'information sont des gages de respect et de responsabilisation et elles conditionnent aussi l'acceptation ou non de ce que la science apporte ou peut apporter. Les fausses informations, de même que la mauvaise communication, créent la panique. Deuxième levier sur lequel on peut s'appuyer pour inverser la tendance, pour supprimer les inégalités en matière d'accès aux vaccins, on peut retenir la solidarité. On peut retenir que les pandémies ont toujours posé le débat de la solidarité.
Il ne peut y avoir d'action collective face à des menaces communes sans solidarité. La solidarité s'impose de fait à cause de la porosité des frontières, car le virus ne connaît pas les frontières, ne connaît ni les races, ni les hiérarchies sociales. La solidarité permet de surmonter les inégalités. Il y a un exemple de solidarité que nous avons vécu, c'est l'initiative COVAX, mais les résultats n'ont pas été atteints du fait de l'avidité, de la cupidité des firmes pharmaceutiques, de l'égoïsme de certains pays riches et aussi du fait des problèmes d'acheminement, du fait que certains stocks étaient arrivés périmés à destination. Aujourd'hui, dans certains pays, on parle de 3e dose de vaccin. C'est donc, alors que des pays pauvres n'ont même pas accès au vaccin. C'est le nationalisme vaccinal qui s'oppose à la solidarité mondiale. Il faut retenir que la solidarité est une référence éthique pour la pratique de l'organisation communautaire. Il faut faire parler l'éthique de responsabilité qui est basée sur notre interdépendance et notre responsabilité les uns envers les autres. Ce qui est une transition toute trouvée pour aller au 3e levier, l'approche communautaire. L'approche communautaire est extrêmement importante du fait de son caractère éthique. Elle est à la fois un moyen et un objectif. Quand les communautés comprennent et sont impliquées, ils acceptent et adhèrent aux politiques et stratégies. Il faut les impliquer dans tout le processus. On ne peut pas attendre la fin d'un processus pour leur expliquer et pour leur demander de nous accompagner. Cet engagement doit être donc permanent et précoce. Outre l'importance de l'approche communautaire sur le plan éthique, elle permet essentiellement d'obtenir et de garder, d'obtenir et de préserver l'ordre social. 4e levier sur lequel on peut s'appuyer pour inverser la tendance. 4e levier et non des moindres, l'équité qui revient comme un leitmotiv. C'est le partage égal des bénéfices de la recherche. C'était consacré depuis 1963 dans le Code de l'Association mondiale médicale, la déclaration d'Helsinki de 1963. Mais c'est resté à l'état de bonne intention. Il faut de l'équité dans les moyens et pour ça, les pouvoirs publics doivent rendre accessible le vaccin. Le vaccin doit être un bien public mondial accessible à tous les États et non un bien marchand. Et pour cela, il y a beaucoup de choses à faire, notamment lever le monopole sur les brevets. Les APIC, c'est-à-dire les droits sur la propriété intellectuelle touchant au commerce, malgré les flexibilités introduites en 2001 à Doha, n'a pas permis de régler le problème de l'accès des pays pauvres aux médicaments. La connaissance est un bien public mondial, donc la levée des brevets s'impose. Il faut aussi financer les investissements, il faut faire un transfert de technologie. Et pour suivre la démarche éthique, il faut des recommandations. Nous avons 2 ordres de recommandation. Une recommandation d'ordre éthique. Il faut donner sens, corps et force à l'éthique, c'est-à-dire une application rigoureuse des principes éthiques universellement consacrés. On ne peut pas avoir un chapelet de principes qui ne sont pas applicables ou qu'on n'appliquera jamais. Il faut que nos intentions, nos actes puissent crédibiliser nos intentions éthiques. 2e recommandation, elle est d'ordre juridique. Il faut privilégier l'approche droits humains qui permet de surmonter au niveau mondial l'inéquité, la marginalisation, la discrimination en favorisant une démocratie sanitaire. La non-satisfaction des droits socio-économiques et culturels est à l'origine des inégalités que nous vivons. On ne peut pas concevoir un monde où il y a 2 types On ne vous entend plus, Madame Sidibé. Est-ce qu'il y a un problème de connexion ou de micro? Madame Sidibé, on ne vous entend plus.
Professeur Dr Sidibé a été déconnecté. Très bien. Écoutez, moi je vous propose qu'on continue la session. Elle était dans ses closing remarks. Peut-être qu'on lui donnera la parole lorsqu'elle reviendra à la fin de la session pour qu'elle dise, je crois, les deux derniers items qu'elle voulait soulever. Je vois que le docteur Dia est là et bien connecté. Ça aurait été inconcevable que le monsieur santé digitale ait des problèmes de connexion. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir dans le forum. Je rappelais que vous êtes le coordinateur de la cellule santé digitale au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. I was just introducing Dr. Dia. Voilà, j'avais un problème de connexion. Il me reste seulement à conclure. Si vous le permettez, professeur, je peux reprendre la parole. Allez-y. Voilà, je voulais seulement dire qu'il ne peut y avoir de sécurité, il ne peut y avoir de santé sans éthique, il ne peut y avoir de soins sans éthique. Donc, par ricochet, il ne peut y avoir de sécurité sanitaire mondiale sans éthique. L'éthique est consubstantielle à la santé. Elle ne se superpose pas à la santé, mais elle lui est consubstantielle, c'est comme son ADN. Par conséquent, il faut repositionner les principes éthiques au Très bien. On a bien compris votre message et votre conclusion résume bien la problématique. Docteur Dia, on va y aller et on va, comme je l'avais dit, privilégier le docteur Sidibé au début des échanges. Elle a peut-être une fin de phrase qu'elle voudrait bien nous entendre. Docteur Dia, allez-y, s'il vous plaît. Bonjour, professeur, bonjour, cher modérateur, bonjour à tous. J'ai besoin de me présenter parce que je ne suis pas très connu dans ce panel. Donc, je coordonne, comme vous l'avez dit, professeur, la cellule qui s'occupe de la carte sanitaire, donc de l'organisation de l'offre de soins et de la santé digitale. Donc, c'est un service qui est créé, d'ailleurs, par Mme le ministre Oumar quand il était ministre de la Santé en 2017, pour rappeler encore en tout cas sa vision, parce qu'en 2017, on ne parlait pas de Covid et aujourd'hui, on s'est rendu compte de l'importance du digital dans le domaine de la santé. Alors, il faut dire que la santé digitale est définie par l'OMS comme l'utilisation des TIC en faveur de la santé. Donc, moi, je viens vous parler, je viens vous inviter pour un focus sur un pays, sur sa santé digitale et sur sa riposte digitale, pour un peu donner plus d'opérationnel un peu aux questions fondamentales de l'éthique et de la santé digitale. Donc, c'est comme ça que définit l'OMS. Il faut préciser qu'il y a plusieurs vitesses. En Europe, on parle de médecine 4.0. On parle de rallonger la durée de vie d'une personne. On parle de nanotechnologie. On parle d'applications qui soignent, donc soins curatifs. Mais nous, en Afrique, on parle encore de systèmes d'information, on parle encore de dossiers patients qui n'existent pas. Voilà, on se débrouille encore, mais quand même, il y a une conscience qui est née. La preuve, il y a à peu près 60% des pays africains qui disposent déjà de plans stratégiques santé digitale. Mais l'OMS a montré quand même que c'est très peu qui ont pu mettre en œuvre ces stratégies-là, à peu près même moins de 1%. Parce que la mise en œuvre est un défi énorme qu'il faut comprendre et qu'il faut bien gérer. Alors, lors d'une épidémie, lors d'une pandémie, il y a tout de suite des besoins importants qui se posent à l'administration sanitaire. C'est des besoins de pouvoir parler avec les patients, de pouvoir parler avec la population. Ça, c'est un besoin important, urgent, qui est là et qu'il faut gérer par plusieurs manières, dont les TIC. Mais il y a également l'inverse. Il y a un besoin de la personne à pouvoir parler avec le ministère de la Santé, à pouvoir lui poser des questions sur la maladie, sur les symptômes, sur tout ça. Donc, ce besoin de communication est un besoin important qui se pose tout de suite au début de l'épidémie. L'autre besoin qui est important, c'est un besoin de maîtrise de l'information pour gérer les ressources.
C'est-à-dire qui doit être vacciné. Ça, c'est un besoin énorme. Il faut le trouver. Qui a la maladie chronique? Parce qu'à certains moments, nous avons tous dit on privilégie la vaccination pour les personnes maladies chroniques. Mais on n'avait pas de très bons chiffres. On a estimé, on a pu avoir des chiffres. Mais ça, c'était un besoin important qu'il fallait satisfaire. L'autre besoin, c'est la continuité des soins. Parce qu'on a vu avec les couvre-feux, carrément, les choses se sont presque arrêtées. Mais il fallait trouver une solution pour que les gens continuent à plus se soigner. Donc, ce besoin de continuité de service s'est posé. L'autre besoin qui est sorti, c'est le contrôle sanitaire aux frontières. Donc, frontières aériennes, mais également frontières terrestres. Il y a un besoin pour voir qui sort, qui entre. Celui qui entre, qu'est-ce qu'il a? Donc, tout ça aussi, c'est des besoins qu'on a constatés. Quand on a commencé à gérer les cas, on a également vu des besoins en matière de suivi des cas. Suivre les cas positifs, comment les suivre, les cas suspects, les cas contacts. Parce que les suivre permettent de limiter la transmission, permettent de mieux endiguer la transmission. Il y a également un besoin sur soigner les malades sans se faire contaminer. Ça aussi, on l'a vu. Parce que dans le centre de traitement des épidémies, il faut traiter certes les malades, mais également, il faut se prémunir. Donc, ça aussi, on a senti que les TIC pouvaient apporter un plus. Parce qu'il y a des radios qu'on faisait dans la zone rouge où se trouvaient les malades. Il fallait attendre, prendre le cliché, regarder et sortir. Alors qu'on aurait pu juste prendre le cliché et le retrouver sur la table dans la zone verte. Donc, ça aussi, c'est un besoin qu'on a vu. Donc, d'autres besoins en termes de pouvoir isoler tout de suite des clusters d'une manière efficace aussi. Il va être très efficace pour pouvoir savoir qui rentre dans le cluster, qui sort dans le cluster. Donc, ces besoins-là sont des besoins importants qui nous montrent que les numériques, les TIC peuvent extrêmement être importantes pour nous, système de santé. Alors, 2 minutes. je vous parle... 2 minutes. OK, d'accord. Donc, nous avons fait beaucoup de choses nous, dans le domaine de la réponse digitale. On a fait des demandes de vaccination en ligne. Des Sénégalais se sont inscrits, ont pris des rendez-vous, ont été vaccinés. On est en train de délivrer le pass sanitaire en ligne. Des personnes demandent en ligne, on leur délivre ça. On a fait beaucoup de choses dans ce domaine, mais je vais accélérer. On a quand même vu des contraintes. Les contraintes, c'est vraiment des problèmes que tout le monde connaît, de disponibilité de l'Internet et des équipements informatiques. Ça, c'est un problème que nous avons constaté. Nous avons constaté également que les applications qui étaient développées ne pouvaient pas tout de suite être utilisées convenablement dans les structures de santé parce qu'il n'y avait pas une bonne capacité d'absorption de ces applications par nos districts sanitaires. L'autre problème que nous avons constaté, c'est que pour faire un bon contrôle sanitaire à l'aéroport, il faut du temps. Et ce temps-là, on ne l'a pas à l'aéroport. L'aéroport, c'est une question de minutes. Ça aussi, ça a été constaté dans les contrats. Dans les leçons apprises, ce qu'il faut dire, c'est que il faut que les gens mettent des ressources. Parce que là, e-santé, ça demande des ressources. Pour que ce que nous faisons marche dans les structures de santé, il faut certes des outils, mais il faut des ressources humaines pour accompagner le personnel de santé dans ce travail-là. Parce que le personnel qui est là, c'est un personnel dédié aux soins, mais pas dédié à la transformation digitale. Donc, il faut des ressources humaines qui sont là pour accompagner les agents de santé. Alors, le grand défi, c'est qu'il faut une infrastructure nationale de création de la donnée du patient. Là, je veux simplement dire du dossier patient. Parce qu'on ne connaît pas nos patients, nous devons connaître nos patients. Ça, c'est très important. L'autre grand défi mondial, c'est qu'il faut qu'il y ait une application interne de partage des données critiques. Chaque pays a son application et les applications ne communiquent pas. Une épidémie peut se déclencher sans que l'autre ne soit au courant. Donc ça aussi, c'est notre travail qu'il faut faire pour qu'on ait une application mondiale où les gens se connectent et pouvoir donner la bonne information. Je vais terminer sur l'espoir. Je pense qu'il y a un espoir qui est là. L'espoir, c'est que, en tout cas, nous au Sénégal, on a un plan stratégique, on a un programme avec 6 projets numériques qui a été reconnu par le ministère du Plan et de la Coopération. C'est un plan validé, financièrement estimé, et actuellement, nous travaillons sur un système informatique qui tourne autour du patient. Comment le patient doit être identifié d'une manière unique dans le système, comment identifier les structures de santé, comment identifier les médicaments, etc., pour qu'on puisse construire le cœur de ce qu'on appelle le système intégré de gestion de la santé. Si on prend ce cœur-là... Merci beaucoup. Je suis obligé de vous demander, on va donner la place à nos autres pour qu'ils puissent s'exprimer. Il nous reste 14 minutes. Il faut qu'à 18 h, on ait fini pour des raisons techniques et d'agenda. Peter, take the floor and... Thank you.
Yes, thank you, Professor Diop. My pleasure to introduce the last speaker, Dr. Louis PENALI. Dr. PENALI is an infectious disease specialist and very relevant to this session, president of the Ethics Committee of Life Sciences of Côte d'Ivoire, also MSF Scientific Advisor in West and Central Africa. Professor PENALI, we're looking forward to your remarks. I'd point out that if you stay on time, we have 6 minutes left for closing and discussion. So please do, or even be a little less. And thank you, Professor PENALI. The ethics is so important and we're very grateful to have you. So over to you, you have the floor. Vous avez la parole. Merci bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Commencez, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le conseiller spécial du directeur général de l'OMS, monsieur le directeur général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je voudrais remercier du fond du cœur les organisateurs de ce 4e Forum Gallien Afrique. J'ai eu l'opportunité de participer à l'un des forums galliens à Dakar et je mesure pleinement l'honneur qui m'a été fait en m'y invitant. Je voudrais rendre un hommage particulier à ma sœur, c'est ma sœur, le professeur Maria Wakol, ministre d'État auprès du président de la République. Je sais qu'elle n'est pas étrangère à mon invitation. Elle a largement contribué, comme tout le monde le sait, en Afrique, au recul du paludisme et d'autres maladies infectieuses tropicales dans notre sous-région et dans le monde. Gloire lui soit rendue. Eh bien, la pandémie de COVID-19 qui célèbre ce mois, si tout le monde le sait, ce mois de décembre, le triste 2e anniversaire de son émergence, a été le révélateur de la faiblesse des systèmes de santé et d'une nécessaire collaboration entre pays du Sud et ceux du Nord. Même les pays du Nord ont révélé la faiblesse de leur santé avec des malades qui ont afflué, des milliers de morts, etc., une hécatombe. Comme vous le savez sûrement mieux que moi, cette pandémie a eu et continue d'avoir des conséquences lourdes sur la santé et au-delà, un impact socio-économique important. La pandémie, elle a touché à la dignité des femmes et des hommes, donc un impact économique et un impact éthique non négligeable. Quand prendra fin cette crise de COVID-19? C'est une question sans réponse pour le moment. Il est sûr, tout au moins, que ce n'est pas la dernière pandémie qu'on vivra et on peut s'attendre à d'autres, peut-être même plus dévastatrices. Les changements climatiques en accélération, l'homme y est pour quelque chose aussi. Les grands mouvements migratoires, les manipulations des pathogènes dans des grands laboratoires, ainsi que la globalisation du monde sont autant de facteurs de risque pandémique. On le sait très bien aussi. Le COVID-19 est le prototype même de crise sanitaire qui, par son extension planétaire et son caractère, fait appel à la notion de sécurité sanitaire mondiale. Et en tant que comité national d'éthique, le Sénégal en est un qui est tellement dynamique, qui est le locomoteur à la limite des comités d'éthique la sous-région. Eh bien, notre responsabilité dans la gestion des crises sanitaires visant à la protection de la dignité des personnes est lourde et nous devons l'assumer, mesdames et messieurs. On se rappelle les débuts de la crise. Des moments d'incertitude pour les gouvernants qui ont été obligés parfois de prendre des décisions malgré eux, avec des populations et des communautés souvent frustrées. Un des intervenants cet après-midi l'a noté, au niveau des religions, au niveau des célébrations, etc., où il fallait continuer de célébrer les cultes, de célébrer dans les mosquées, etc. Ces moments ont été, hélas, ceux où l'éthique a été foulée aux pieds, alors qu'elle devrait être à l'avant-garde de toutes les étapes de la réponse de l'épidémie. En effet, c'est dans ce domaine, dans ce contexte que les autorités de santé publique et toutes les parties prenantes devraient s'appuyer sur les principes éthiques pour guider leurs décisions. La dame docteur en droit qui est passée à moi l'a si bien dit. L'éthique, mesdames et messieurs, est une réflexion, une recherche sur les valeurs humaines. Plus que de permettre le discernement entre le bien et le mal, elle permet de choisir entre plusieurs catégories de biens, voire le moindre mal. Quant à la bioéthique, on en a parlé, on en parlera toujours. Elle n'est que l'étude systématique de la conduite humaine
dans le cadre des sciences de la vie et de la santé. Elle est ancrée en effet sur 4 principes fondamentaux qui vont s'appuyer chacun sur les 6 piliers de la sécurité sanitaire mondiale que sont la préparation, la détection, la riposte, les systèmes de santé, les normes internationales et les risques. Le représentant du secrétaire général de l'OMS est là, qui préside aussi, qui co-préside cette session. Ces 4 principes éthiques sur lesquels l'action contre la pandémie de Covid devait s'appuyer sont notamment l'autonomie, qui est un principe consistant au respect des choix de chacun et sa liberté de prendre des options correspondant le mieux à ses souhaits, ses valeurs, ses croyances, en toute connaissance de cause. Nous avons un deuxième principe, je vais vous le décrire un peu. C'est le principe de justice qui pose l'obligation de traiter tous et chacun de manière équitable en tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Quand on regarde cette pandémie de Covid-19, avec l'accès au vaccin est l'exemple typique et le plus triste d'injustice. Les prédécesseurs l'ont dit, 6%, la dame de droit l'a dit, c'est plutôt 4% des Africains qui ont été vaccinés et plus de 80% des pays du Nord. Et il y a les obstacles réglementaires aussi, les droits de propriété intellectuelle, on le soulève. Le commerce international entrave l'accès aux produits d'innovation et pénalise les pays du Sud. Quant au troisième principe, c'est le principe de bienfaisance, consistant à contribuer au bien-être d'autrui, suggérant d'une part que l'action doit être bénéfique et d'autre part être utile, c'est-à-dire avoir un rapport coût-bénéfice qui soit positif. Si ces innovations, on en parle depuis le début, concours à la sécurité sanitaire mondiale, force est de reconnaître le déséquilibre aberrant entre pays du Nord et ceux du Sud en ce qui concerne les bénéficiaires. Le dernier principe est le principe de non-malfaisance. Ce principe consiste ni plus ni plus à ne pas infliger un préjudice, oui, Monsieur le Président, intentionnellement, en s'abstenant de commettre des actions dont les conséquences pourraient être nuisibles à autrui. Quelle démarche pour terminer éthique en période d'urgence? La démarche éthique en contexte d'urgence doit être un compromis s'appuyant sur des intérêts parfois contradictoires, ceux du patient, de ses proches, ceux du médecin ou des soignants et ceux de la société. Sans la prise en compte de ces valeurs, on l'a dit, en effet, la science serait sans conscience et nuisible pour l'âme. Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire, le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU, je vous remercie. Mais je vous remercie. C'est bizarre parce que dans mes dernières remarques, je peux vous l'assurer, dire et rappeler la formule « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est vraiment extraordinaire. Je suis impressionné que vous l'ayez prononcé alors que je l'avais planifié. Vraiment, je vous remercie. Je voudrais juste dire 2 ou 3 petites choses en très peu de minutes. Okay? Remercier Madame le ministre, Madame Cole, notre maître, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui est resté connecté et qui suit discrètement nos travaux, Conseiller le professeur Cheikh et toute l'équipe d'organisation locale internationale. Je voudrais remercier Peter. Nous avons pu mettre en place un scénario sans concertation et ça a marché de manière tout à fait formidable. Remercier les panélistes et rappeler un certain nombre de mots-clés qui sont relevés ensemble des défis. Mettre en place dans chaque pays une souveraineté sanitaire minimale qui, quand elle n'est pas assurée, peut conduire au renouvellement des drames que nous avons vécus dans le passé et que nous vivons actuellement. La promotion, le financement de la recherche et de l'innovation en incluant tous les secteurs de la société sans oublier la socio-anthropologie et les sciences sociales qui, non drivées par les scientifiques, mènent au constat des réticences et des échecs de tout ce que nous voulons faire. Ça doit se baser sur de la solidarité, du partenariat, du développement des moyens de fundraising et des moyens matériels et surtout de faire confiance à la jeune génération de chercheurs
l'Institut Pasteur et d'autres sites à travers l'Afrique l'ont démontré. C'est cela à quoi nous appellent nos gouvernements, nos ministères, sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, mais avec une vision très large incluant tous les pans de la société. J'étais très heureux sur l'instruction de mon ministre, le Dr Cheikh Oumar, qui vous renouvelle ses félicitations de co-manager cette belle session avec Dr Peter, à qui je rends le micro pour ses closing remarks. Merci Peter et merci à toutes et tous. Thank you, Professor DIOP. It's a great privilege for me to co-chair this with yourself, and thank you to the minister. I also want to pay tribute to Minister Kolsek. She's the embodiment of the combination of science and ethics that I think we're talking about. Look, I'm willing to cede some of my 3 minutes here to any panelist who would like to come with one sentence to respond and summarize. I'd love 20 seconds at the end, but I want to invite now any panelist to turn on their video and give us one sentence of reflection. I know that's challenging, but I do want to give people an opportunity. Those speeches were brilliant, and I do want to give this opportunity. I don't know, let me just check on them very quickly. You'll have to really be very quick. Oumar, SEYDI, do you have one last thought for us in one sentence? Well, based on what I heard from the summary I just that just came out, maybe what I would add is that innovation goes hand in hand with ethics. For innovation to work, it has to be inclusive and should be also locally informed and be fit for purpose. I'll stop there. Beautiful. Thank you so much. Dr. SALL, do you have one sentence for us, my brother? Yes, thank you very much, Peter. I have a friend who keeps saying science without engineer is philosophy. So I think global health without community is philosophy too. Thanks. Good. And to make sure that we do get to, I'm going to skip now to Dr. Sidibé to make sure that we get to her. Do you have one sentence, Dr. Sidibé? Oui, peut-être la dernière phase de ma conclusion que les gens n'ont pas pu entendre avec les soucis d'Internet. Donc, je disais qu'on ne peut pas avoir de sécurité sanitaire mondiale sans éthique, que l'éthique était consubstantielle à la santé et que pour toutes les résolutions des questions de santé, il faut repositionner les principes éthiques au cœur même des problèmes. Merci. Merci. Thank you, Professor Sidibé. Dr. Ben, Christoph, one sentence, Peter. 10 seconds, go. The world has not responded to this pandemic in the way that it should. But I think with the voices we've heard today, emphasizing equity and ethical principles, we can get there, and we need these voices to get to the highest level, particularly at the United Nations, to bring the world together again for a consolidated response for pandemic preparedness and response. Thank you, Peter. Great, great. Moredreck CHIBI, one sentence. We're at 10, so 10 seconds, please, my brother. Yes, Peter. Yes, one sentence. Innovation, when it's not shared equitably, then it seeks to divide. Beautiful. Couldn't agree more. Thank you. Dr. DIA, one sentence, please, sir. Si la santé veut bénéficier de l'innovation, elle doit se réorganiser, se réadapter en améliorant la gouvernance de la santé digitale. Thank you so much. And finally, Dr. PENALI, one sentence, sir, please. Merci infiniment. Pour ma part, je dirais que la prise en compte des principes éthiques dans tous les pays, que ce soit au nord ou au sud, permettra d'aboutir à endiguer l'épidémie de COVID-19. Fantastic. Thank you all. I don't think I missed any panelists. My one sentence, which I'll say in closing,
is that the current vaccine inequity we see in the world, 7% across the African continent, 70% in high-income countries, is a moral outrage. It's a moral failing for the whole world. It's a shame for the whole world. And not only that, it's self-defeating, because that's how you create variance. And not only that, but the solution is local production and domestic science. It's the only sustainable solution that will lead to equity and will lead to citizens receiving the care that they are due. And that's why I'm so privileged to be here with all of you. I feel so privileged, and I send you my greetings on behalf of my brother, Dr. Tedros. I send his greetings. He, I think, has been a voice of moral clarity making this point. He's been the voice of moral clarity making this point. I send you his greetings. I thank you all for your work. And let us hope that African science will take its rightful place, because it's not only about science, it's also about self-reliance and sovereignty. And it's not only about self-reliance and sovereignty, it's also about equity. And the way to make the world a more equitable place is for you to pursue your mission and for us to pursue it together in domestic science, local production, local R&D in Africa. So with that, I thank you. I thank the organizers, all the panelists. On behalf of Professor DIOP and his minister, I thank you all. And I believe we're adjourned. I see Professor DIOP nodding. I don't think there's any disagreement with what I said. On behalf of the panelists, thank you from the bottom of my heart. I can assure you that WHO will do everything we can to support governments throughout Africa and throughout the world to achieve not only vaccine equity, but global health equity through the leadership of my brother, Dr. Tedros, and I'm very proud to work with him. So thank you all very much. And I yield the floor back to the Secretariat if they have anything to close us off. And if they don't, we're done. Thank you so much. Good night to everyone, and see you for the next Gallian Forum. See you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye, everybody. Merci beaucoup à nos deux modérateurs de ce dernier panel. Et oui, la semaine a finalement passé très vite. Nos derniers modérateurs, notre dernier panel de cette 4e édition du Forum Gallien, dont le thème était, je le rappelle, l'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale. Prochain acte, demain matin, pour la cérémonie de remise du prix de la première édition du prix Gallien Afrique et également l'annonce des nominés du Golden Jubilé de la Fondation Gallien Internationale à compter de 10h30. Cette cérémonie qui sera présidée par son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, avec comme hôte de marque notamment Madame Jeannette Kagame, première dame de la République du Rwanda, présidente de la Fondation Imbuto, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, Madame Moeti, directrice régionale pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé notamment. Alors également, vous dire que l'édition 2022, qui sera la 5e édition du Forum Gallien Afrique, aura lieu la dernière semaine du mois de novembre 2022. Nous espérons tous vous y retrouver. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de cette semaine et à très très bientôt. Pour la 4e année consécutive, le Forum Gallien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 7 au 11 décembre 2021. Le Forum Gallien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « L'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale ». Placé sous la présidence effective de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Gallien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel et des centaines d'étudiants en médecine. Cette 4e édition du Forum, avec 3000 participants, sera organisée en format virtuel et placée sous le signe du leadership des femmes et des jeunes
avec du 7 au 10 décembre 2021 un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le samedi 11 décembre 2021 se tiendra une cérémonie en présentiel pour célébrer les 50 ans du prix Galien International et le Golden Jubilee. Au cours de cette cérémonie, pour la première fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 7 au 11 décembre à Dakar, le Forum Galien Afrique célèbre la santé, l'innovation et la recherche en Afrique.